Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans le monde des applications mobiles. Un monde qu'on utilise tous les jours, mais on réalise pas toujours ce que ça implique de créer une app. C'est vrai. On appuie sur une icône et hop, ça marche. Exactement. Et pour illustrer ça, les sources qu'on a étudiées aujourd'hui racontent l'histoire d'un certain Jonathan, un développeur qui a eu une super idée d'application pour les étudiants. Seul souci, il l'a développée uniquement pour iPhone. Et là, c'est le drame. Parce que ça veut dire que la moitié de son public potentiel, Tous les étudiants sur Android, voilà, ils ne peuvent tout simplement pas utiliser son application. Et c'est un problème, un mur que beaucoup de développeurs rencontrent. c'est hyper frustrant, j'imagine. Du coup, notre objectif aujourd'hui, c'est justement d'explorer une technologie qui a été pensée pour résoudre ce problème. On a analysé une série de guides vidéo qui expliquent en détail une solution SaaS, Flutter. La mission est donc de décortiquer ça ensemble. C'est quoi Flutter? Pourquoi des géants comme Google ou Alibaba l'utilisent? Et surtout, très concrètement, si on voulait s'y mettre, ça implique quoi? Alors, pour bien comprendre la solution, il faut d'abord comprendre le problème de Jonathan. Ce qu'il a fait, ça s'appelle le développement natif. Natif. C'est-à-dire, Ça veut dire qu'il a construit son application spécifiquement pour une plateforme. Dans son cas, iOS. Il a utilisé le langage d'Apple, les outils d'Apple, bref, du sur-mesure. ce qui est souvent gage de qualité, non? Oui, en général, ça donne les meilleures performances. Mais le sur-mesure a un prix, l'exclusivité. Pour que son application soit dispo sur Android, il ne peut pas juste faire un copier-coller de son code. Non, j'imagine bien. C'est impossible. Il doit littéralement tout recommencer. Apprendre un autre langage, probablement Kotlin, qui est la norme pour Android, et reconstruire son application, brique par brique. Ah oui, de zéro. Il se retrouve donc avec deux projets à gérer pour la même application. C'est ça, 2 projets distincts. Et là, les complications doivent s'accumuler très vite. C'est un point sur lequel les sources insistent beaucoup. On parle de double travail pour la moindre mise à jour. Oui, la moindre correction de bug, la moindre nouvelle fonctionnalité, il faut tout faire 2 fois. Et la maintenance devient un vrai casse-tête. Comment ça? D'un côté, il faut que tout s'affiche nickel sur un iPhone 15, un vieil iPhone SE, un iPad. Mhm. Et de l'autre, sur la galaxie d'appareils Android, avec toutes les tailles d'écran, toutes les résolutions possibles. Ça peut vite devenir épuisant. Franchement, pour une petite équipe, c'est colossal. Et c'est justement là qu'intervient Flutter. Les sources le présentent comme un kit de développement d'interface utilisateur créé par Google. C'est un peu jargon, non? Oui, ça peut paraître un peu abstrait. En fait, il faut bien comprendre que Flutter, ce n'est pas un langage de programmation en soi. C'est ce qu'on appelle un framework. Une boîte à outils en quelque sorte. Prêt, des bibliothèques de code, etc. Et cette boîte à outils, elle fonctionne avec un langage qui s'appelle Dart, lui aussi développé par Google. D'accord, Dart, le langage. Flutter, la boîte à outils. Et comment est-ce que ça résout le problème de notre développeur? Alors, ça repose sur un principe qui change complètement la donne, le développement multiplateforme, ou cross-platform en anglais. L'idée, c'est un seul code pour les gouverner tous? C'est exactement ça. On écrit le code une seule et unique fois, et à partir de cette base unique, Flutter va se charger de compiler, de créer une application qui fonctionne parfaitement sur Android, sur iOS, et même, c'est ça qui est fort, sur le web ou sur un ordinateur de bureau. D'accord. D'où leur slogan, créer des applications pour n'importe quel écran. Voilà, ça résume parfaitement la philosophie. C'est une promesse qui est alléchante. Mais qu'est-ce qui le rend si populaire en pratique, hein? Parce que quand je vois que Google Pay, Alibaba ou même la maison mère de TikTok l'utilisent, ce ne sont pas des petits joueurs. Non, clairement pas. Et leur adoption a beaucoup aidé, c'est sûr. Mais d'après les guides qu'on a analysés, sa popularité repose sur 3 piliers. Le premier, c'est une simplicité relative. Relative, ouais. Relative, oui. Le langage Dart a été conçu pour être assez simple à apprendre. Sa syntaxe est claire, elle peut rappeler des langages que beaucoup de développeurs connaissent déjà, comme JavaScript ou Java. L'idée, c'est de baisser la barrière à l'entrée. D'accord. Mais est-ce qu'on ne sacrifie pas l'esthétique sur l'autel de l'efficacité? Est-ce que les applications Flutter ne finissent pas toutes par se ressembler un peu? Le deuxième grand atout de Flutter. La réponse est non, au contraire. Flutter est réputé pour permettre de créer des interfaces très belles, très fluides. Et comment c'est possible? La raison technique est assez fascinante. Contrairement à d'autres solutions qui vont essayer d'utiliser les boutons, les menus, bref, les composants natifs du téléphone, Oui. Flutter, lui, arrive avec son propre moteur de rendu.
En gros, il dessine lui-même chaque pixel à l'écran. Attends, ça veut dire que si je vois un bouton dans une application Flutter, ce n'est pas un vrai bouton iOS ou Android. Exactement. C'est une réplique parfaite dessinée par Flutter. L'avantage, c'est que le développeur a un contrôle total sur l'apparence, les animations, et ça garantit que l'application aura exactement le même look sur un vieil Android que sur le dernier iPhone. C'est puissant ça. Bonne communauté, si je suis bloqué sur un bug à 2 heures du matin, ça change quoi pour moi? Ça change tout. Ça veut dire qu'il y a de très grandes chances que quelqu'un ait déjà eu le même problème et posé la question sur des forums. Ça veut dire qu'il existe un site, pub.dev, qui est une bibliothèque immense de packages. Des briques de code toutes prêtes. C'est ça, des briques de code que la communauté a créées pour faire des choses complexes. Afficher une carte, lire un QR code. On n'a pas à réinventer la roue, on s'appuie sur le travail de milliers d'autres personnes. Ok, là ça semble presque trop beau pour être vrai. Mais en technologie, il y a rarement de solution miracle. Il doit y avoir un compromis, non? Qu'est-ce que les guides ne mettent pas forcément en avant? C'est une très bonne remarque. Non, Flutter n'est pas parfait. Le premier compromis, ça découle directement de ce qu'on vient de dire sur le moteur de rendu. C'est la taille de l'application. Ah, Comme Flutter embarque son propre moteur pour tout dessiner, une application Flutter, même vide, est un peu plus lourde qu'une application native vide. On parle de quelques mégaoctets en plus. Ce n'est pas énorme, mais ça peut compter. d'accord, l'application pèse plus lourd. Et côté performance, est-ce que c'est aussi rapide que du natif? Pour 99% des applications, oui. Une app de réseau social, d'e-commerce, on ne verra aucune différence. Mais pour des usages très très exigeants, genre des jeux 3D complexes ou du traitement vidéo intensif, le natif garde un avantage. Je vois. L'autre point, c'est qu'on parie sur l'écosystème de Google. C'est un pari assez sûr aujourd'hui, mais ça reste une dépendance. Et si, disons qu'Apple annonce une toute nouvelle fonctionnalité avec iOS 18 demain, est-ce que je peux l'utiliser tout de suite dans mon application Flutter? Point. Pas toujours. Il y a souvent un petit décalage. Il faut attendre que l'équipe de Flutter ou la communauté intègre cette nouveauté. Pour les développeurs qui veulent être à la pointe de la pointe, le natif reste la voie royale. C'est un peu le prix à payer pour l'universalité. Donc, si on a pesé le pour et le contre et qu'on se dit « Ok, je veux essayer », ça ressemble à quoi de démarrer chaque main? Est-ce qu'il faut une machine de guerre? Pas forcément une machine de guerre, non. Mais il y a un choix matériel qui est fondamental et les sources sont très claires là-dessus. PC ou Mac. D'accord. Sur un PC, que ce soit sous Windows ou Linux, on peut créer, tester et publier les applications pour Android sans aucun souci. On utilise son téléphone ou un émulateur, un téléphone virtuel sur l'ordinateur. Mais j'entends un mais arriver. Le mais, c'est Apple. Pour finaliser et publier une application sur l'App Store d'Apple, c'est une obligation imposée par eux. Il faut un Mac. Ah, d'accord. Donc, impossible de publier pour iPhone depuis un PC Windows. C'est ça. Le Mac est la seule machine universelle qui permet de tout faire pour les deux plateformes. C'est un investissement important à prendre en compte dès le départ. C'est un point crucial, en effet. Une fois qu'on a la machine, l'installation, ça a l'air un peu intimidant dans les vidéos avec plein de lignes de commande. C'est vrai que la liste peut faire un peu peur, mais il faut voir ça comme la préparation d'un atelier. On installe quelques outils, puis le SDK Flutter, la fameuse boîte à outils. L'étape qui fait souvent peur, c'est la configuration du path. Le PAF. En gros, c'est dire à son ordinateur où on a rangé la boîte à outils. Sur Windows, c'est une manip manuelle qui peut sembler un peu archaïque. Le moment où on a peur de tout casser. C'est exactement ça. Mais les guides le montrent très bien. Et surtout, ils insistent sur un outil qui change la vie, une commande qui s'appelle Flutter Doctor. Docteur Flutter, j'adore. Et c'est vraiment un docteur. Une fois qu'on pense avoir tout installé, on lance cette commande et là, elle fait un check-up complet. Elle te fait un diagnostic. Un diagnostic complet. Elle vérifie si tout est bien là, bien configuré, et s'il y a un problème, elle te dit en rouge très clairement ce qui ne va pas et comment le réparer. Ça dédramatise complètement le processus. Ah, ça c'est génial. Ça aurait pu me sauver des heures de frustration par le passé, ce genre d'outil. On est d'accord. Bon, on a bravé l'installation, Flutter Doctor nous a donné le feu vert. Comment on passe du code à une app qu'on peut toucher sur un écran? Alors là, c'est le moment magique. On ouvre un éditeur de code, comme Android Studio ou Visual Studio Code. On y installe une petite extension pour qu'il comprenne Flutter. Puis on clique sur « Nouveau projet Flutter » et ça nous crée une petite application de démo. Et pour l'avoir tournée, cette application, On a deux options. Soit on la lance sur un émulateur, ce téléphone virtuel, ce qui est très pratique.
Soit, et c'est souvent plus satisfaisant, on la lance sur son propre téléphone. Directement sur mon smartphone. Oui, il faut juste activer une petite option pour les développeurs, le débugage USB, on branche le téléphone et en un clic, l'application s'installe et se lance dessus. Et c'est là qu'on arrive au bénéfice ultime, ce moment assez bluffant montré dans les vidéos. On voit un écran avec à gauche un simulateur d'iPhone, à droite un émulateur Android. Les deux font tourner la même application, oui. Le développeur change une ligne de code, disons la couleur d'un texte, il sauvegarde et Et quasi instantanément, l'interface se met à jour, sur les deux appareils, en même temps, sans même que l'application ne redémarre complètement. c'est fou. Ça s'appelle le hot reload. C'est un des plus gros gains de productivité de Flutter. Ça permet de tester, d'expérimenter, de voir le résultat de ces changements en direct. Ça veut dire qu'on n'attend plus 1 ou 2 minutes que tout recompile à chaque fois qu'on bouge un bouton de 2 pixels. Ça doit changer complètement le processus créatif. Ça change tout. Ça encourage l'expérimentation. C'est la concrétisation de la promesse de rapidité et d'efficacité de Flutter. Pour résumer, on est parti du vrai casse-tête de Jonathan, objet de tout faire en double, pour arriver à cette solution, Flutter, qui permet de viser presque tous les écrans avec un seul et même effort. Une réponse qui semble très puissante, même s'il y a des compromis à connaître. C'est une excellente synthèse. On voit bien que c'est une technologie qui abaisse vraiment les barrières techniques pour créer des applications universelles. Et ça soulève une question intéressante pour l'avenir, je trouve. Laquelle? Si créer pour toutes les plateformes devient si accessible, si facile, quel sera le futur des développeurs qui sont ultra spécialisés dans un seul écosystème, comme iOS par exemple? Est-ce que la polyvalence va devenir la norme absolue ou est-ce qu'il y aura toujours une place de choix pour l'expertise de niche, pour ceux qui connaissent les moindres recoins d'une seule plateforme?